bonjour à tous. Au nom de Premier Continuum, merci énormément de vous joindre à nous aujourd'hui pour un nouveau webinaire de notre série Perspective. Il s'agit du webinaire Perspective où on est le plus nombreux en français depuis qu'on fait des webinaires Perspective. Et même juste vous dire que dans le fond, le webinaire qu'on fait demain, qui est le même qu'aujourd'hui, mais en anglais, il a atteint la limite de la licence Zoom de notre promoteur anglophone, c'est-à-dire qu'il y a 500 personnes qui se sont inscrites. Donc, alors, ça nous confirme que ce sujet-là, il est très important. Voilà. Comme vous allez le découvrir, donc nos sessions perspectives sont un moment d'échange, de génération d'idées, où on partage des solutions concrètes pour tous les professionnels de la résilience. Donc, moi, je m'appelle Marie-Hélène Boudreau-Picard, je suis conseillère principale en continuité et en résilience chez Premier Continuum. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre webinaire, donc de la politique à la pratique, comment intégrer la continuité des activités dans l'ADN de votre organisation. Donc, juste pour s'assurer que tout va bien se dérouler aujourd'hui, donc on l'a dit tantôt, les micros fermés, veuillez ouvrir votre caméra si vous voulez, ça peut être encore plus interactif. Et tout au long de la séance, on vous invite à participer, à poser vos questions, à partager vos réflexions dans le chat. N'hésitez pas à lever la main également pour prendre la parole, poser des questions. Donc, ça va nous faire plaisir d'interagir en temps réel, puis il y a une section de questions à la fin également qui est réservée. Sachez que c'est enregistré et vous allez recevoir donc l'enregistrement ainsi que la présentation en PDF dans les prochains jours par courriel. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de certains de mes... Oh, il y a une question, Vincent? Non, d'accord. Donc, je suis accompagnée de certains de mes talentueux collègues chez Premier Continuum qui n'hésiteront pas à répondre avec moi à vos questions. Et puis, pour vous mettre un peu plus dans le contexte de ce qu'on fait chez Premier Continuum, notre mission est de supporter les organisations à se préparer aux imprévus en augmentant leur résilience organisationnelle. Donc, depuis plus de 25 ans, on soutient les organisations du Québec, du Canada, mais également de partout dans le monde grâce à nos 3 solutions complémentaires, donc des formations du Business Continuity Institute et de l'ICOR, des services conseils et notre logiciel de gestion de la continuité et de la résilience Parasolutions. Donc aujourd'hui, on ne se penche pas sur les bonnes techniques pour faire un BIA efficace ou sur les types de solutions potentielles à mettre en place selon les différents enjeux qu'on peut vivre dans une organisation. Aujourd'hui, je vous invite à ce qu'on se questionne sur des éléments plus profonds, peut-être un peu moins tangibles, mais au fond des éléments qui peuvent faire toute une différence dans le quotidien d'un professionnel de la continuité. Qui n'a pas déjà travaillé dans une organisation ou dans une équipe qui était réduite dans son petit carré de sable à faire des tâches qui ne sont peut-être pas importantes pour l'organisation? Je pense que ça nous est malheureusement tous déjà arrivé, puis ce n'est pas ça qu'on veut en tant que professionnel ou humain, là, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que je pense que qu'est-ce qu'on souhaite dans notre quotidien, là, dans notre 40 heures semaine, là, c'est que ça ait un réel impact dans la société ou tout au moins dans l'organisation dans laquelle on œuvre. Et on le sait, on le dit souvent, si un projet, n'importe lequel, là, qui n'a pas le buy-in ou le support de la haute direction, bien, il est probablement voué à l'échec ou du moins, là, ça va être un peu plus compliqué pour le faire avancer dans ces processus. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour que l'organisation comprenne ce qu'on apporte, nous, les professionnels de la continuité et de la résilience. Donc, aujourd'hui, on va partir de ce postulat-là, puis on va regarder ensemble 3 éléments. Comment intégrer la continuité des activités à la culture de votre organisation pour aller au-delà de la conformité? On va découvrir des étapes concrètes pour transformer une politique en un engagement durable adopté à tous les niveaux de l'organisation. Donc, tu sais, comment insérer la continuité un peu partout. On va explorer des stratégies efficaces pour développer une organisation solide et résiliente avec la fameuse métaphore d'un arbre qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, au cœur de la méthodologie de tout ce qu'on fait chez Premier Continuum, il y a le Business Continuity Institute et sa fameuse roue, son système de management de la continuité, le SMCA, avec ses 6 pratiques professionnelles. Aujourd'hui, on va explorer la seconde pratique professionnelle, donc communément appelée la PP2, soit adopter la continuité d'activité. Donc, un peu d'histoire. Avant la refonte du guide des bonnes pratiques l'année dernière, la seconde pratique professionnelle était nommée intégration et non pas
adoption. Donc, il y avait significativement moins d'emphase sur l'importance de cette pratique professionnelle dans le reste du cycle de continuité des activités. À titre de comparaison, il y avait 5 pages qui étaient consacrées à la PP2 dans l'ancien Guide des bonnes pratiques. Alors maintenant que c'est plus du double, il y a 11 pages. Donc, on voit l'importance qui est donnée à cet élément-là. Ce qui est également important de retenir par rapport au fondement de cette pratique-là, c'est la transformation du terme intégré vers adopté. En gros, le BCI indique qu'adopter la continuité, c'est vraiment un changement de paradigme. Donc, au lieu d'imposer, d'appliquer simplement ou d'être en mode intégré ou forcé, ben, on adopte. Puis, si c'est plus significatif, là, en anglais, avant, on parlait de embed, maintenant, on parle de embrace, adopter, vraiment embrace. Donc, vous le voyez, l'adoption, c'est au cœur de la roue. C'est si important pour que la roue tourne. Et pour que la continuité soit adoptée dans une organisation, bien, il faut revenir à la base, soit la culture même de l'organisation. Il faut que le professionnel de la continuité comprenne bien le contexte dans lequel il œuvre, la culture de l'organisation, pour pouvoir, s'il y a lieu, la changer pour que son travail et ses efforts soient reconnus et vraiment utiles pour que la roue tourne. Donc, question d'illustrer le concept au niveau de la culture de l'organisation. On va prendre l'exemple d'un organisme, soit un arbre, où toutes ses parties fonctionnent ensemble pour assurer sa survie. Par exemple, on voit que les racines ici, c'est les fondations de l'arbre, évidemment. On peut les comparer aux valeurs fondamentales et aux croyances profondes d'une organisation. Elles sont invisibles, mais elles nourrissent et soutiennent tout l'écosystème. Une organisation avec des racines profondes et solides, soit des valeurs bien ancrées, peut résister aux tempêtes et aux changements. Ensuite, on voit le tronc qui joue un rôle central, qui relie les racines aux branches et aux feuilles de l'arbre. Plus le tronc est robuste, plus il est nourri par des racines solides, plus il est capable de supporter les branches et les feuilles qui représentent les activités visibles et les résultats. Ce tronc-là, c'est un symbole de force et de stabilité qui illustre la structure organisationnelle, les processus et les systèmes qui permettent à l'organisation de croître. De son côté, les branches de l'arbre représentent les stratégies, les initiatives, les pratiques d'une organisation. Elles s'étendent dans différentes directions, mais doivent être alignées avec la base, le tronc, et recevoir leur énergie des racines, fait que nos fameuses valeurs. Puis évidemment, les feuilles et les fruits de l'arbre symbolisent dans la métaphore des résultats visibles de nos actions, les produits, les services, la satisfaction des parties prenantes. Leur qualité et leur abondance dépendent entièrement de la santé de l'arbre. Puis enfin, l'arbre évolue dans un environnement. On pourrait même rajouter que le sol peut représenter l'environnement externe de l'organisation, les marchés, les sociétés, les réglementations. Évidemment, si le sol est fertile et bien entretenu, bien, il favorise la croissance. Si on regarde un peu plus haut, il y a les tempêtes et les saisons qui peuvent symboliser les défis et les changements. L'arbre fait face aux intempéries comme les crises, les risques émergents, les changements. Et encore une fois, bien, si l'arbre est bien enraciné et robuste, bien, il peut non seulement survivre, mais également s'adapter et continuer de grandir au fil des saisons. T'sais, en somme, cette métaphore-là illustre que tout comme un arbre, une organisation est un système vivant où chaque élément dépend des autres pour sa stabilité, sa croissance et sa résilience. Cultiver une culture organisationnelle forte revient à s'assurer que les racines sont profondes, le tronc solide et les branches bien équilibrées. Puis adopter la continuité des activités, c'est comme renforcer les racines d'un arbre. Avant, le moindre coup pouvait l'ébranler, voire le déraciner, mais avec des racines solides, l'arbre peut résister aux tempêtes, se redresser après les bourrasques et continuer de grandir, peu importe la force des éléments. La continuité doit être au cœur de l'ADN, des racines de l'organisation. Donc, c'est bien beau tout ça. Là, on a une belle image là, que l'intelligence artificielle nous a créée. Par contre, pour bien comprendre notre contexte, donc la culture de l'organisation, comment on s'y prend, hein? C'est une grande question. Donc, là, la prochaine diapositive, elle va être tournée un peu à la négative, mais dans le fond, ça va nous permettre de voir quels sont les indicateurs d'une organisation dont la culture de résilience est faible ou pourrait être améliorée. Donc, une des raisons souvent données, c'est qu'il y a d'autres priorités. Donc, vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous commencez à mettre quelque chose en place. On dit, ah, c'est important, OK, la continuité, OK, on va faire telle affaire, puis tout ça. Puis là, ben, tout d'un coup, il y a d'autres priorités organisationnelles. Il y a un projet stratégique qui devient plus important. Il y a un changement au niveau de la gouvernance, un nouveau cadre législatif. Bref, tous les efforts sont redirigés ailleurs, puis on laisse ça un peu de côté.
Il y a un autre élément qui est un manque d'engagement. Vous l'avez peut-être vécu, là, ceux qui travaillent en continuité depuis un petit bout. Nous, on l'a vécu comme consultant aussi. Par exemple, on organise un atelier BIA avec des participants, puis à la dernière minute, les gens ne sont plus disponibles. On a déjà vu un exercice de table, puis quelques temps avant, bien, finalement, les participants avaient d'autres priorités ou d'autres engagements, là. Donc, évidemment, tout ça, c'est quand même frustrant. Ouais, je pense qu'il y a un petit micro d'ouvert, si c'est possible de le fermer. Merci beaucoup. Mais donc, évidemment que quand les gens ne voient pas la pertinence de venir aux rencontres, ben, ça démontre qu'on est dans une organisation dont la culture de résilience est faible, malheureusement. Ici, ce point-là, il vient du guide des bonnes pratiques, puis il mentionne que pour eux, si une organisation fait rouler son programme de continuité juste par des consultants là, engagés ici et là pour faire des petits bouts du programme, même si ce sont d'excellents consultants, ce manque d'investissement interne-là sur des ressources qui sont à l'interne même de l'organisation, qui peuvent être formées, qui peuvent former d'autres mondes, qui peuvent devenir des leaders positifs, des leaders d'opinion dans l'organisation, ben, c'est une raison qui démontre une culture de résilience faible dans l'organisation. Ici, on parle de plans de continuité ou de programmes qui sont simplifiés à leur plus simple expression, et qui fait qu'il manque plein d'éléments pertinents quand on creuse un peu. On peut penser ici à des plans qui ont été faits sans faire de BIA, de bilan d'impact sur les activités. Donc, il y a comme des stratégies, mais qui sont basées sur aucune priorisation. On peut penser aussi à la personne qui a le mandat de faire un plan de continuité pour son organisation, mais qui n'a pas vraiment le temps ni les connaissances, puis qui finalement se retrouve à faire ça un peu en silo, puis pour toute l'organisation. Donc, il y a de la documentation, mais pas révisée et pas adaptée, puis elle est à très, très haut niveau. Bien, ça fait partie des exemples de raccourcis inefficaces pour la continuité. Finalement, ici, par rapport à revue et formation limitée, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne prend pas la peine de faire l'effort de plus. Par exemple, on fait un exercice, puis là, on fait un rapport d'exercice, puis un plan d'action, puis on ne prend pas le temps de faire le suivi des actions dans le plan d'action. On peut penser aussi on ne prend pas le temps de penser à des activités de sensibilisation pour les employés ou de mettre en œuvre des indicateurs de performance, puis après ça, de faire le suivi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On ne fait comme pas l'étape de plus, puis on est très limité au niveau de la documentation. Finalement, le dernier indicateur d'une organisation dont la culture de résilience est faible ou pourrait être bonifiée. Donc, c'est ici c'est comme la base, c'est qu'on manque de compréhension des véritables avantages de la continuité. Ce qu'on veut dire, c'est que dans une organisation dont la culture de résilience est forte, par exemple, s'il y a un nouveau contrat qui doit être signé avec un partenaire, puis que la continuité a ses racines partout, ben, l'équipe d'approvisionnement va penser à confirmer avec le nouveau fournisseur, est-ce qu'il y a un Service Level Agreement, un SLA, ou est-ce que, à demander au futur partenaire, est-ce que vous avez un plan de continuité? Est-ce qu'on peut en avoir accès? Est-ce que vous êtes prêt? Si vous avez l'interruption, vous voyez, on peut penser à la même chose au niveau TI. Si nos racines sont fortes, là, mais quand on va venir à l'implantation d'un nouveau logiciel, bien, les gens, les équipes TI et l'équipe de continuité, on va pouvoir rapidement penser à valider est-ce qu'il y a un écart entre le RTO demandé par le processus ou par l'unité administrative et le RTO de la nouvelle application. Vous voyez que ça s'inscrit partout. Dans une véritable culture de résilience, quand il y a un changement au niveau des opérations commerciales, de la structure, des techniques, des fournisseurs et autres, ces éléments-là sont toujours reconnus comme un facteur de réévaluation de la continuité de l'organisation. Donc, là, vous voyez les indicateurs là, au niveau d'une culture de résilience faible. Si vous vous êtes retrouvé dans un ou plusieurs de ces indicateurs-là, ben, j'ai envie de dire pas de panique parce qu'il existe des leviers que vous pouvez actionner à des moments stratégiques pour changer cette culture-là, pour renforcer vos racines. Est-ce que ça va se faire du jour au lendemain? C'est sûr que non, par exemple. Alors, ici, on parle des étapes simples
pour comprendre et bonifier la culture de votre organisation. Fait que là, on va être en mode qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les différents leviers avec quelques exemples également. Donc, la première étape qu'on peut faire pour comprendre et bonifier la culture organisationnelle, c'est d'étudier l'environnement et le contexte opérationnel de votre organisation. On va aller regarder les facteurs externes comme les obligations légales, les compétiteurs. On va regarder les facteurs internes comme les sous-cultures, la gouvernance, l'historique de l'organisation. Évidemment, on le sait, le plus qu'on est dans une grande organisation, plus que tout ça est complexe, mais c'est quand même important de comprendre très bien le contexte dans lequel on évolue. Ensuite, on doit bien identifier c'est qui nos champions de la continuité. C'est qui les responsables, les différents promoteurs, les vrais, là, on peut passer, c'est qui les survivalistes là, de la gang, ceux qui comprennent qu'est-ce qu'on fait en continuité. Souvent, les gens en mesure d'urgence, les gens en gestion de risque, même les auditeurs, en identifiant ce monde-là, qu'ils font, les similitudes et les différences, ça va nous aider à déterminer c'est quoi les valeurs, les comportements et les croyances qui ressortent de tout ça. Puis surtout, à voir comment on peut en faire nos alliés, comment on peut les avoir dans notre petite poche puis qu'ils deviennent des champions puis des promoteurs de la continuité partout dans l'organisation. Puis après, c'est de déterminer le ou les moyens les plus efficaces pour interagir avec les parties intéressées. Puis là, ici, c'est pas juste de savoir est-ce que l'infolette interne est un bon outil que tout le monde lit, là, mais c'est plutôt de mettre en lumière certains points, tels que la qualité de la relation entre le personnel et la direction, la facilité avec laquelle il est possible de faire part de ses commentaires aux différents niveaux de l'organisation et sur quel canal le faire. Et évidemment, l'ouverture de la direction face aux défis, aux enjeux généraux et plus particulièrement au niveau de la continuité ou de la gestion de crise. Ensuite, notre quatrième étape, c'est de consulter l'énoncé de la mission, les rapports annuels, les réseaux sociaux de l'organisation, les bulletins internes, bref, tout ce qui donne de l'information aux parties prenantes et de bien comprendre comment l'organisation se positionne, se présente. C'est souvent dans cette section-là qu'on va pouvoir faire ressortir c'est qui les leaders d'opinion de l'organisation. C'est qui peut-être qu'on n'avait pas identifié là, à l'étape 2, mais qu'on devrait avoir dans notre petite poche comme allié. Il est aussi important de se concentrer sur ce qui compte pour les parties prenantes de l'organisation. Sans quoi, elle va avoir du mal à se rendre compte de l'importance de l'adoption de la continuité. Il est important de voir venir et de profiter de toutes les opportunités comme un changement de direction, un incident à quelque part dans le monde qui affecte un compétiteur, par exemple, ou l'arrivée d'un nouveau produit dans notre ligne de marché, un nouveau rapport qui sort des chiffres alarmants. On est vraiment ici dans voir les fenêtres d'opportunités qui s'offrent à nous, puis foncer, puis les utiliser à notre avantage. La dernière étape pour comprendre une culture organisationnelle, c'est l'analyse des réactions quand il se passe un incident. Comment l'organisation a réagi? Quel était le ton et la fréquence des communications? Comment l'organisation a aidé les personnes concernées? Dans quelle mesure l'organisation a-t-elle été transparente? Ça a été quoi le temps de réponse? Dans quelle mesure les équipes qui sont intervenues étaient-elles dévouées? Donc, ça nous permet après ça de voir venir, de pouvoir s'adapter un peu à ce qui peut s'en venir, puis encore une fois, là, de comprendre c'est qui nos alliés, puis quel est le contexte de l'organisation. Pour mesurer la culture de continuité de votre organisation, le Guide des bonnes pratiques propose des actions claires qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais qui sont vraiment intéressantes et que vous pouvez voir en détail en fait dans le cours de 4 jours là, qui donne la certification CBCI. Donc, on vient de voir les étapes pour comprendre, ainsi que certaines stratégies pour bonifier la culture de votre organisation, donc votre fameux arbre. Là. Puis, dans le fond, avant peut-être qu'on passe à l'autre élément, je voudrais voir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a certains dans vos organisations, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez noter ou partager par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent? Non, alors pas de questions. Parfait. Alors, on continue. Donc, maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, théoriquement, quand la continuité est adoptée dans une organisation, donc, quels sont les éléments essentiels qui favorisent l'adoption de cette continuité?
Donc, la première, on en a parlé plus tôt, on ne se le cachera pas, c'est évidemment l'engagement. Donc, quand la direction traite la continuité comme une priorité, ben, ça définit le ton pour tous. Il pourrait y avoir, par exemple, un point par trimestre ou sur une base régulière à l'ordre du jour du comité de direction, puis même du conseil d'administration, tu sais, qui porte sur la continuité. Il pourrait y avoir fréquemment le suivi des indicateurs de performance à des hautes instances aussi. Il pourrait y avoir un comité de gouvernance sur la continuité ou la résilience, un système de parrainage. Qui ont des travaux en continu. Tu sais. Il pourrait y avoir une section continuité dans le rapport annuel de l'organisation. Comme ça, c'est connu. Et c'est communiqué à tous. Vous voyez à quel point c'est important que ça s'inscrive un peu partout, que ça percole, puis qu'il y ait un engagement au niveau de la haute direction qui dit oui, c'est important, la continuité, la résilience. Un autre élément, c'est qu'on parle que la continuité soit alignée avec les objectifs stratégiques de l'organisation, mais évidemment, et vice-versa, mais c'est surtout s'aligner sur les objectifs stratégiques. Donc, ça a l'air un peu facile à dire comme ça, là, mais c'est vraiment un élément important. Il faut qu'à travers la politique de continuité, que ça soit très bien attaché aux valeurs et aux objectifs de l'organisation pour que ça fasse du sens, que ça soit reconnu et que ça soit bien compris, puis qu'on rentre ça encore plus là, dans l'ADN, puis lié au contexte de l'organisation. Ici, on dit souvent que la continuité, ça fait briser les silos. Quand on met en place un programme de continuité, quand on regarde les dépendances entre les unités administratives, on les fait se parler, on les fait trouver des solutions communes, on les fait collaborer, bien ça, ça brise des silos et c'est super important. Il n'y en a pas beaucoup d'autres là, dans une organisation, des domaines qui ont une vision aussi transversale que la continuité. Puis, dans le guide des bonnes pratiques, on mentionne également que c'est important que la direction fasse en sorte que le personnel se sente à l'aise de signaler les préoccupations susceptibles d'avoir un impact sur la continuité. Ça veut dire, encore une fois, que ça percole à travers l'organisation, là, dans la SEV, là, si on veut reprendre un peu la métaphore, là, mais qu'il y a vraiment une sensibilisation aux aléas pouvant toucher la continuité des activités des équipes. Puis que les bons canaux de communication pour faire monter l'information soient clairs et soient disponibles à tous. C'est dans la fameuse structure de réponse qu'on dit puis qu'on informe quand on fait les plans de continuité. Puis qui est disponible dans tout plan de continuité là, qui se tient et qui est complet. On en a parlé tantôt, là, mais quand la continuité est intégrée dans la planification stratégique d'une organisation, là, ben là, on a quand même bien réussi. Moi, je dis souvent à mes clients là, que la consécration ultime, que la continuité fait vraiment partie de l'ADN de l'organisation, mais c'est quand il y a une ligne à ce sujet-là dans la description de poste de quelqu'un. Quand on voit là, être responsable, puis là, et même imputable, là, ça c'est une autre discussion, là, mais être responsable de la continuité des activités de son équipe, 2 points. Mettre à jour le BIA, mettre à jour annuellement le PCA et exercer les solutions proposées, bien là, c'est donc bien fabuleux. Parce que dans le fond, on se rend compte que là, la continuité, elle ne repose pas juste sur le directeur qui tripe continuité, là, qui met en place plein d'affaires pour son équipe, puis qu'après ça, quand cette personne-là quitte, puis elle s'en va dans une autre organisation ou dans une autre direction, bien là, on perd tout ça. Quand c'est dans la description de poste, bien là, ça devient connu de tous, ça devient un élément dont il faut rendre des comptes également. Fait que vraiment, ça, c'est comme un objectif. Puis en lien avec ça, c'est un peu la même logique quand on voit une ligne, par exemple, dans les appels d'offres sur la continuité. Là, on se dit, OK, wow, là, c'est fort. On peut penser aussi à une organisation qui débourse des sous pour acheter un logiciel de gestion de la continuité, évidemment comme Parasolutions. Mais comment l'organisation peut rentabiliser tout le potentiel de cet outil-là pour améliorer d'autres pans de sa résilience organisationnelle? Est-ce qu'on peut rentrer la gang de risques, de relève informatique, d'approvisionnement dans le logiciel? C'est là qu'on va s'intégrer dans une planification stratégique, dans des achats stratégiques liés à la continuité, puis qu'on voit tout le pouvoir de cette intégration-là. Euh,
Nous, on le voit dans certaines organisations qui ont une culture de résilience très forte, là, ben, que la continuité, c'est le meilleur compagnon de tous les services, là. Je ne sais pas si ça résonne chez vous dans votre quotidien, là, mais ça c'est comme fabuleux là, quand on est rendu dans une organisation comme ça, puis quand on voit que hey, votre équipe de continuité, tu sais, elle est sollicitée de part et d'autre, elle n'est pas juste tout le temps en train d'aller chercher de l'information, mais il y a des gens qui disent ah oui, qu'est-ce que tu en penses? On peut-tu rajouter ça? Comment qu'on peut faire pour être meilleur et améliorer? Là, ça serait comme fabuleux, ça. Et le dernier essentiel pour l'adoption de la continuité par l'organisation, c'est que la direction encourage, supporte des initiatives d'apprentissage et de sensibilisation en matière de continuité. Donc, on peut penser, par exemple, à la grande secousse. Donc, est-ce qu'on peut utiliser cette activité-là pour sensibiliser nos employés, non seulement aux gestes à faire, là, mais également à des enjeux de continuité? C'est pousser plus loin l'exercice, utiliser cet exercice-là comme levier. C'est super facile à faire. Ça prend juste une organisation qui embarque, qui supporte, qui met des gens disponibles à ça, puis qui invite les employés à faire ces activités-là. Donc, l'idée ici, avec les exemples que je vous ai donnés, c'est de voir ce qui est déjà en place dans votre organisation, ce qui peut être pertinent dans votre contexte, puis voir s'il n'y a pas des quick wins, là, des affaires faciles là, qu'on peut faire comme ah, OK, ça, c'est facile à mettre en place. Puis évidemment, ben, il y a d'autres choses que ça va prendre du temps, puis il va falloir être stratégique, puis aller petit pas par petit pas. Je ne sais pas si ça résonne, s'il y en a des gens qui auraient des exemples plus concrets qui ont vécu que vous avez vécu dans vos organisations qui pourraient rentrer dans ces éléments-là. Oui, dis-toi? Ouais, moi j'ai une petite question là, il y a beaucoup de, donc qui tournent là d'Hydro-Québec. Quand il y a de la confusion sur le terme de continuité des activités, je m'explique. Oui. Chez Hydro-Québec, il y a beaucoup de confusion sur la continuité de services électriques, sur la continuité des activités. Donc comment essayer de mieux vulgariser? Parce qu'il y en a certains qui disent: «Bah, continuité d'activité, bah, ils ils considèrent que voilà, c'est, bah, tant que c'est le réseau électrique qui continue, mais ça n'a vraiment rien à voir. Puis on le vulgarise, certains comprennent, mais d'autres ne comprennent toujours pas la nuance ou la distinction à faire entre les 2, parce qu'il y en a plusieurs aussi qui considèrent que, bah, c'est le rôle des opérations maintenance d'assurer la continuité dans leur job quotidien. Donc pourquoi moi, en tant que gestionnaire, j'aurais ça à faire ou autre là? Donc est-ce que tu aurais des petites astuces Ben, pour ça? je vais inviter les autres membres de Premier Continuum à se joindre à moi s'ils veulent bonifier ma réponse, là. Mais je dirais que je pense que c'est les termes, tu sais, tout le vocabulaire là, interne d'une organisation, ben ça fait partie du contexte à bien comprendre, puis à voir où est-ce qu'on peut changer ça pour que tout le monde ait la même compréhension, tu sais? Puis ça, évidemment, ça va prendre du temps, mais c'est comme en martelant en vulgarisant le plus clair possible, en s'assurant qu'on utilise toujours les bons termes, tu sais, qu'il y a comme une équipe responsable des bons termes, là, qui vont les mettre partout, puis qu'après ça, on essaie de se coller à cette méthodologie-là, mais c'est pas simple. Puis tu as raison que pour différentes personnes, le terme continuité, il ne veut pas dire la même chose. Puis des fois, on rajoute la contingence là-dedans. Dans certaines autres organisations, on parlait de mesures d'urgence alors qu'on est en continuité. Tu sais, c'est comme vu qu'il n'y a pas de définition. Il y en a des définitions claires, mais on la comme connaît pas. Puis selon ton Ouais. parcours, puis d'où ce que tu viens, ça change un peu. Tu sais. Fait que c'est pas simple. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient rajouter quelque chose en complément à ma réponse? Oui, bonjour, ben, merci Marie-Hélène. Ben, je pense que Caroline aussi, là, tu voulais peut-être rajouter quelque chose. Mais tu sais, on va pouvoir parler aussi, je pense, en fait, de t'amènes à la prochaine diapositive de des partenaires qui peuvent t'aider aussi à vulgariser dans toute ta démarche. Oui, Caroline, tu voulais Je rajouter quelque voulais chose? juste, peut-être, ça peut être des outils comme des lexiques ou des terminologies qu'on pourrait intégrer, officialiser dans l'organisation pour bien s'entendre sur des définitions, parce qu'il y en a beaucoup, mais que dans notre organisation, comment on comprend la continuité? Qu'est-ce que c'est ce terme-là? Et que ça soit pour tout le monde pareil, qu'on parle, de la même chose. Ça peut être des outils comme ça, qui pourraient aider aussi.
Oui, puis juste faire du pouce. Ah ben Isabelle aussi qui fait la même, mais faire du pouce aussi sur le fait que, tu sais, Marianne disait, il y a un outil de référence, la ISO 22300, qui est un référentiel qui est disponible gratuitement, qui vous permet d'avoir aussi une certaine définition, mais clairement, puis pour avoir eu à expliquer un peu avec les gens d'Hydro, il y a clairement plein de termes, et puis je pense que justement de faire cette espèce de- de- d'expliquer qui a quel chapeau, là, ça peut aider. Non, je pense que c'est un bon Isabelle? point là, parce qu'effectivement, on est même sur des termes aussi génériques que la résilience. Pour beaucoup, c'est la résilience du réseau, donc c'est les poteaux de composite, des câbles gainés. Les rétablissements, nous, c'est utilisé par exemple quand il y a des pannes électriques, c'est le rétablissement de service. Donc tous les termes associés, des fois, nous, au niveau des mesures d'urgence ou surtout de la continuité d'activité, sont déjà de près ou de loin utilisés. Donc, parfait. Non, mais je donne ça pour le contexte. Merci. Moi, la seule chose que est-ce que vous m'entendez? Oui, on Oui. t'attend. Oui. La seule chose que j'ajouterais, c'est oui, c'est important de tout clarifier ça, mais en même temps, vous êtes un peu chanceux, tu sais, quand on parle de rentrer ça dans l'ADN et dans les valeurs de l'organisation, vous avez déjà un pas d'avance parce que, tu sais, si c'est dans les valeurs, c'est fondamental d'Hydro de dire qu'il faut s'assurer de continuer le service. Donc, c'est sûr que c'est un défi à jouer avec, mais en même temps, c'est quand même, tu sais, dans le fond, il faut l'utiliser, mais il faut le clarifier. Puis tu as raison, Marie-Hélène, que ça fait bien le lien vers la prochaine diapositive. Parce qu'ici, on va, on va voir en fait comment concrètement créer du changement, comment bonifier nos racines. Puis le premier élément, c'est le marketing. C'est le moyen le plus efficace pour apporter de la valeur, en tout cas, ou dans les moyens les plus efficaces, pour apporter de la valeur ajoutée et bonifier la culture organisationnelle là, en mode résilience. C'est la base, c'est de fournir régulièrement à l'organisation du contenu pertinent sur la continuité. Puis c'est là où, toi, on pourrait comme utiliser ça pour marteler les bons mots, les bons termes, pour que vraiment que ça fasse partie du lexique commun. Puis dans le fond, c'est ça, avec des exemples là, très clairs qu'on peut faire là, pour faire percoler du contenu continuité. On a, c'est ça, on peut faire des capsules, des conseils, des techniques. On peut rédiger un blog sur la continuité ou ses différents éléments. On peut créer des courtes vidéos sur l'intranet avec un champion de la continuité que tout le monde connaît dans l'organisation, par exemple. On peut publier des messages drôles et efficaces sur les panneaux électroniques internes, organiser des concours, tirer parti des rapports publiés dans le domaine, exploiter les semaines thématiques du gouvernement ou des organismes internationaux comme le Awareness Week de BCI. On a déjà vu, nous autres, des macarons écrits, I love BCP, là, un peu comme I love New York, là, mais c'est I love Business Continuity Program. Fait que, super intéressant, super dynamique. On peut penser aussi à offrir des expériences intuitives là, pour faciliter la gestion de la continuité avec des logiciels intuitifs et conviviaux, des outils qui font du sens, où on voit, par exemple, que l'organisation se reconnaît ses termes. L'idée, là, c'est de ne pas rendre ça lourd et compliqué parce que ben, les gens sont assez occupés. Ils ne font pas ça dans leur quotidien, de la continuité. En tout cas, de la continuité comme nous, on l'a fait. Là. Fait qu'il faut que ça soit simple et sympathique pour que ça permette de garder ça vivant. Oui, Marie-Hélène? Puis, tu sais, oui, le marketing, mais aussi de ne pas hésiter d'avoir accès à ces gens-là de marketing ou de communication interne qui pourraient peut-être vous aider aussi à avoir, tu sais, eux la connaissent, l'organisation, puis ils sont capables de vous aider à dire, ben peut-être que d'autres programmes dans l'organisation ont eu des réussites, des échecs. Parlez aussi avec vos gens tu sais, de cyber. Puis là, je pense que je suis peut-être en train de te voler du C'est texte qui s'en totalement vient. en train de me voler tout ce que je veux dire. Donc, je te laisse continuer, mais dans le sens que, tu sais, le marketing, c'est pas tout seul qu'on le fait. Totalement, totalement. Tu sais, les gens de communication, là, comme tu l'as dit, ça devrait être vos alliés précieux, là, parce que ces gens-là, ils connaissent les canaux à l'interne qui fonctionnent. Ils savent comment faire passer des messages. Ils savent comment ou les intégrer dans les éléments qui existent déjà
Ils doivent être impliqués. N'hésitez vraiment pas à les approcher puis à leur faire comprendre comment les deux sont importants. Puis il faut savoir qu'il y a d'autres équipes, là, comme Ariane a dit, qui cherchent à faire ça aussi, là, à faire passer leur message, à sensibiliser les gens. Là. On pense notamment aux gens de mesures d'urgence ou de gestion intégrée des risques, mais on peut-tu faire ça ensemble? T'sais? On peut-tu s'asseoir puis regarder comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller passer nos messages ensemble, puis que ça soit bien compris, puis qu'on utilise les leviers des autres, puis en même temps, ben, ça nous permet qu'on se parle, qu'on se connaisse, puis qu'on soit encore plus fort quand il va se passer quelque chose, puis qu'on améliore notre adoption de ces éléments-là. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre, Marie-Hélène, par rapport au marketing, ce terme qu'on ne pensait pas nécessairement qu'il pourrait fitter en continuité, c'est vraiment deux choses, mais finalement, quand on regarde ça, comment adopter la continuité puis que ça repercole dans notre organisation, ben, c'est en le rendant attrayant aussi. Ouais, puis si je veux mettre le point, c'était le fait qu'on voulait, oui, il faut le faire, puis que vous n'êtes pas tout seul là-dedans, ce n'était pas votre expertise à vous, alors aller chercher du soutien pour aider justement à ce que ces messages-là, puis que vraiment ça résonne dans l'organisation. Parfait. Peut-être qu'ils ont du budget pour vous. Oui, peut-être. Si on ne le demande pas, on ne sait pas. Le deuxième point, ben, c'est super important. C'est pour avoir un arbre en santé, il faut sensibiliser à l'adoption d'une culture de continuité dès l'entrée d'une nouvelle personne. Il ne faut pas attendre un nouvel employé. Là. Il ne faut pas attendre que cette personne-là soit en poste depuis des mois pour qu'elle soit sensibilisée à la continuité. Parce que là, on perd un genre de momentum du début. Là, il est primordial d'aider les nouveaux employés à comprendre le SMCA, le système de management de la continuité de l'organisation, surtout s'ils ont un rôle précis à jouer là-dedans. Puis cela, ça se fait par le biais d'activités de sensibilisation, de cours, documents d'information, des formations en ligne, qui font partie peut-être du package là, du nouvel employé. Là, ben, ça serait le fun qu'il y ait de quoi sur la continuité aussi. On peut penser aussi peut-être à une courte rencontre avec cette personne-là. Puis une fois que c'est fait, mais on s'assure de continuer à garder le contact avec ces gens-là. On les informe des nouvelles initiatives pour maintenir l'engagement et l'intérêt des personnes. Il faut profiter encore une fois de toutes les petites fenêtres d'opportunités qui s'offrent à nous. Une bonne idée aussi, c'est de prendre quelques minutes au début des ateliers qu'on fait avec les participants pour les former, pour les sensibiliser. Il ne faut pas attendre à la fin des rencontres là, quand tout le monde est tanné. Il faut faire ça au début là, quand ils sont tous à l'écoute. On peut en profiter ainsi pour faire passer nos messages. Ça, ce n'est pas juste pour les employés de terrain. Là. Je dirais que c'est vraiment aussi pertinent pour les dirigeants, les cadres, là, ceux qui auront des rôles à jouer précis dans la gestion de crise. Eux aussi, là, on ne doit pas attendre que ça fasse longtemps qu'ils sont en poste. On doit les prendre vraiment quand ils sont en mode apprentissage de leur travail. Et ça, évidemment, ça nécessite un bon arrimage avec les RH pour s'assurer que c'est pris en compte dès le départ puis qu'on a un petit trou pour pouvoir les rencontrer. Fait que vous voyez, la continuité vraiment au cœur de l'ADN de l'organisation, mais ça fait qu'on a des antennes, on a des champions partout qui vont nous donner l'information puis à qui on va pouvoir aller donner l'information. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être ajoutées par rapport à l'expérience employée? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça dans leur quotidien, que c'est ancré comme ça, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui disent hey, ça, c'est une bonne idée, je vais voir comment mettre ça en place? Parce que pour nous, ça paraît quelque chose de vraiment important. Mais à voir dans vos contextes, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aussi résonner? Pas de. Oui, Nathalie, merci. Oui, bonjour, les Marie-Hélène. Il y en a plusieurs qui s'appellent. Ça fait longtemps. Écoutez, chez Desjardins, c'est gros, là, on ne se le cachera pas. Fait que c'est pas uniforme d'une vice-présidence à l'autre, d'une première vice-présidence à l'autre. Moi, je suis un petit peu plus maniaque que la moyenne. On fait des activités durant la semaine, ce qu'on appelle la sensibilisation de la continuité. On rencontre nos gens, on fait des présentations, tout ça. Mais comme c'est pas uniforme d'une vice-présidence à l'autre,
tu as des équipes qui sont très impliquées, qui ont une très bonne maturité au niveau de la continuité. Puis, tu en as d'autres, vraiment, là, en pleine réunion, ils demandent c'est quoi une structure de gestion d'incident, comment je fais une liste de contacts. C'est à ce point-là. Fait que c'est ça qui est difficile. C'est quand on travaille lors d'un incident de façon transversale avec d'autres départements ou d'autres secteurs parce qu'on a tous le même impact ou parce qu'on a besoin d'eux pour résoudre les impacts ou en tout cas mitiger les impacts d'un incident, ben on se ramasse avec du monde qui dit ben là, c'est quoi? Ben là, je sais pas, mon BIA n'est pas fait. C'est quoi une liste de contacts? Fait que c'est ça qui est plus compliqué. Puis chez Desjardins, on a des représentants de continuité partout qui n'ont pas la même formation, qui n'ont pas la même expérience. Fait que de là aussi, c'est que tu te ramasses quelqu'un, un bateau qui est en train de couler, l'autre qui prend un petit peu l'eau, l'autre qui avance, qui est rendu loin, loin, loin en avant, puis ça s'ajoute bien. Fait que c'est ça qui est dur dans une grande entreprise. Chez nous, c'est plus ça la problématique. Ça fait du sens. Je pense que ça résonne, en tout cas dans ce qu'on voit dans d'autres grandes entreprises aussi. C'est tellement gros, il y a tellement de monde, puis il faut composer avec tout ça, là. Merci Nathalie pour ton partage. Oui, Christian? Ben, en fait, j'écoutais Titoine tantôt, puis là maintenant Nathalie, puis cette réalité-là, elle est partagée par plusieurs personnes, dans le sens où auparavant, j'étais dans une entreprise privée avec maximum, moins de 300 travailleurs employés dans le milieu du privé hospitalier. Donc, c'est plus simple un peu lorsqu'on a une plus petite entreprise de penser à la continuité, puis d'avoir une définition qui est la même pour tout le monde. Ici, maintenant, dans un ministère au fédéral, c'est tellement un gros bateau que cette définition-là, comme Nathalie, d'essayer d'ancrer tout ça, puis que tout le monde ait cette même définition-là, c'est pas simple. C'est très complexe. Puis ça m'amène à dire qu'on n'a pas nécessairement toujours appris, quand on parle de la COVID ou autre, on a plusieurs systèmes qui ont été touchés. Puis c'est comme si on n'avait pas réussi à apprendre à certains endroits qu'est-ce que la continuité, puis c'est quoi la différence entre la continuité, tu l'as nommé tantôt, là, je ne veux pas répéter, mais effectivement, il n'y a rien de simple. Puis ça fait bien le point avec le troisième point, là, c'est que ça prend de la patience et de la persévérance. Il y a une transformation culturelle, là, ça prend des mois, des années. L'éléphant qui se mange une bouchée à la fois, là, on est là-dedans. Là, il faut célébrer les petites victoires, marquer chaque étape pour garder la motivation. Il faut communiquer ça. Notamment, votre arbre, là, il n'est pas encore à sa pleine maturité, mais ça va venir. Il ne faut pas lâcher puis profiter de toutes les fenêtres d'opportunités possibles. Oui, Marie-Hélène? Je vais juste faire, merci pour tous les échanges et partages de chacun. Faire attention aussi à l'utilisation du jargon. Tantôt, on parlait de définition, on parlait de termes. Il ne faut pas, on est bien, on utilise les BIA, tous ces acronymes-là. Il ne faut pas que ce soit des freins à la compréhension. Donc, le plus possible, c'est d'utiliser le plain English, là, le plus simple possible. Ça va aussi aider parce que sinon, ça fait. C'est sûr que nous, c'est facile, on prêche parmi les convertis, mais faites aussi attention à ça. Puis, oui, il y a des. On parle de collaboration tout à l'heure, de ne pas avoir de voir ça comme des chasses gardées, plus que la résilience de l'organisation, même si les gens sont peut-être un peu confus, l'important, c'est qu'on arrive aussi à ce qui est l'objectif visé. Fait que l'expérience employée, il ne faut pas qu'ils voient ça comme trop de silos. On en a parlé de travailler de façon conjointe, fait que de penser aussi à tout cet élément-là, mais définitivement de la patience et de la persévérance parce qu'il y a des gens qui vont quitter, il va y avoir des changements, donc on peut arriver à un stade de maturité, puis après ça, on va être un peu moins mature éventuellement parce qu'il y a des gens qui quittent également, donc découragez-vous pas. Puis finalement, on parle ici des éléments pratiques
pour qu'on puisse voir concrètement quand la continuité est adoptée. Puis ça résume un peu là, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On arrive vers la fin là, du contenu à proprement dit là, par rapport à l'adoption. Mais tu sais, quand les hauts dirigeants comprennent bien la priorisation de terrain, on en a parlé là, quand même beaucoup aujourd'hui, mais c'est vraiment important. Là, quand eux, ils comprennent bien la priorisation que les gens de terrain proposent dans leur BIA, dans leur PCA, là, pour reprendre nos acronymes, parce que ça leur est bien présenté, qu'ils suivent les indicateurs de performance, qu'ils talonnent les directeurs pour qu'ils prennent le temps de bien participer aux ateliers, ben là, on le sait que ça va bien. Quand les tâches sont réalisées à temps, que les mises à jour annuelles des plans de continuité sont vraiment mises à jour à chaque année, qu'on n'a pas 6 à 8 mois de retard, ben, ça démontre que c'est important et que c'est bien intégré là, ou adopté à travers l'organisation. Si on a un comité de gouvernance là, ou un comité de parrainage avec des champions là, qui sont dans la haute hiérarchie, puis que ça roule bien, ben ça, c'est super. Puis si en plus, on peut avoir des budgets pour des solutions logicielles, pour de l'aide externe pour certains blitz, si on peut avoir de l'argent pour former notre monde, ben là, c'est comme encore mieux. Parce qu'on le sait, il n'y a pas de formation là, universitaire complète juste là-dessus, juste sur la continuité. Là. Fait que pour nous, les professionnels, ben, la façon de connaître encore plus notre métier, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des bonnes pratiques, ben, c'est en suivant les cours qui existent. Donc, puis pour ça, ben, il faut que l'organisation trouve ça important, nous dégage les budgets, dégage des journées, tout ça. Donc, c'est très important, ça. Ici, on voit que, on l'a vu plus tôt, là, si le programme de continuité est aligné sur les objectifs stratégiques de l'organisation, ben, on a déjà une bonne longueur d'avance. Si les différents alliés comprennent ce qu'on peut leur apporter, non seulement en données pertinentes là, avec ce qu'on récolte dans les BIA puis les PCA, mais également en connaissance approfondie de ce que fait l'organisation. On l'a vu avec les exemples là, de tantôt. Là. Ben là, on va être heureux, puis ça va démontrer que notre continuité est forte, son adoption, elle est forte. Puis oui, finalement, il faut que tout ça soit évalué, soit mesuré. Nos amis, les auditeurs, là, quand ils arrivent avec leurs recommandations, là, ben, ils arrivent avec des opportunités à saisir, des beaux leviers pour améliorer la maturité de l'organisation. Donc, vous voyez, pour que ça soit adopté par l'organisation, pour que ça percole dans l'arbre, ben, ce n'est pas juste d'être conforme, puis d'appliquer la politique, puis de faire check, 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 check. Il faut évidemment faire bien plus que ça. On n'a pas le choix là, pour que ça fasse du sens, tout ça. En conclusion, une adoption réussie de la continuité dans une organisation, ben, ça donne tous ces beaux avantages-là. Se soucier de la continuité, ça devrait être dans les bonnes pratiques même d'une organisation. Comme payer ses comptes, comme faire attention à ses employés, bien, la continuité devrait en faire partie aussi. C'est vraiment important de comprendre la plus-value de la continuité, parce que ce n'est pas juste se relever en temps de crise. Là. La continuité, de par sa vision transversale d'une organisation, elle permet vraiment d'identifier des angles morts et d'améliorer des processus dans toutes les unités administratives. Ça, c'est pas rien. Là, Puis finalement, c'est sûr que qu'il faut qu'une organisation soit meilleure à gérer les choses, des situations, parce que c'est sûr qu'il va en arriver des incidents puis des crises. Fait que la continuité permet évidemment d'améliorer tout ça. Et plus c'est intégré dans les processus, dans les réflexions, chez les parties prenantes, bien, plus ça va sortir naturellement comme des réflexes. Ça va éviter la période de stress et de flottement là, inutile qu'on a souvent au début d'une crise. Là, fait qu'il y a juste des avantages. Puis, donc, plus c'est vivant la continuité dans une organisation, plus c'est utile. N'hésitez pas à lever la main, là, à vous faire des alliés dans l'organisation, à user de stratégies, de marketing, parce que ça vaut le coup, non seulement pour votre quotidien, mais également pour votre organisation. Tantôt, on parlait des cours qui existent dans le domaine. Là.
voici les cours les plus pertinents en français qui s'en viennent. Puis évidemment, on a des dates dans les prochains mois. Puis d'ailleurs, pour ceux que ça inspire là, puis qui ne l'ont pas déjà suivi, on donne le cours CBCI de 4 jours là, tout prochainement dans 2 semaines. Là. Puis on en parle de la pratique professionnelle 2 en détail, notamment avec toutes les autres pratiques professionnelles. Là. Mais ceux qui veulent pousser plus loin la réflexion, puis être en plus petit groupe pour discuter, puis tout ça, ben, c'est vraiment un bon endroit là, pour pousser ces éléments-là. Puis ensuite, ça permet d'avoir aussi l'accréditation CBCI qui est reconnue internationalement. Puis là, avant de nous ouvrir là, pour quelques minutes pour une dernière période de questions, ben, j'aimerais ça vous inviter à notre prochain webinaire gratuit et ouvert à tous qui va être donné par Hélène Comeau, qui est dans la salle d'ailleurs aujourd'hui, qui est une experte chevronnée en continuité et en gestion de crise, qui donne les cours pour nous en français également, les cours du Business Continuity Institute. Et alors, le prochain webinaire va porter sur les mythes et réalités d'un bon plan de continuité. Ça va être super intéressant. On va regarder quel type de plan choisir, jusqu'où aller dans la récolte d'informations et entre autres choses. Tous les détails se retrouvent sur notre site Internet. C'est le 13 mai prochain, toujours à 11 h. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ça nous ferait plaisir de vous revoir. Alors, voilà ce qui conclut notre session d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Comme je l'ai dit, on va vous faire parvenir l'enregistrement ainsi que la présentation dans les prochains jours par courriel. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que ça résonne dans votre quotidien, que vous ressortez d'ici, motivé avec des exemples d'idées, puis tout ça là, pour bonifier votre arbre là, et éventuellement votre forêt, là, comme on voit ici. Donc, je ne sais pas si je vous laisserai la parole. Il y a des gens qui veulent rajouter des choses. Merci, Khalid. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense que Nathalie, est-ce que tu as ton micro? Ah non, je voulais juste vous remercier pour la présentation. C'était bien intéressant. Puis, ce qui est bien, c'est que c'est pas une présentation de base sur qu'est-ce qu'un BIA. Souvent, on a des webinaires, des formations comme ça. Fait que ça va rechercher plus au niveau professionnel. Moi, je finirais la seule chose qu'on a comme problématique aussi avec d'autres responsables de continuité, c'est la définition qu'est-ce qui est de la continuité. Oui. La tempête de neige de demain, c'est pas nécessairement de la continuité. On n'est pas obligé de. Là, ils sont tous partis à envoyer plein de notes à tous les coordonnateurs. Demain, il neige. Oui, mais pour certaines, c'est de la continuité, pour d'autres, ça ne l'est pas. Ça peut le devenir. Pas encore, mais c'est de la petite ligne mince entre qu'est-ce qui est de la continuité, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis qu'est-ce qui est nébuleux là-dedans. Là, c'est souvent ça qui est à travailler. Là. Mais en même temps, ça peut être une opportunité. Il ne faut pas que ça devienne tout, mais ça peut être une C'est ça. opportunité pour rappeler aux gens. Fait qu'il faut, la ligne, elle peut être mince. Puis peut-être juste, je sais que Titouan, ça m'a élevé. Là, merci pour tes commentaires, Nathalie. Juste dire, on a mentionné les cours qu'on a. On en a également un qui a été développé par le Business Continuity Institute, qui est aussi sur l'engagement des parties prenantes. Pour l'instant, ce n'est pas une formation qu'on a traduite, mais c'est une formation d'une journée. Elle est disponible en anglais. Si jamais ça vous intéresse, on pourra vous donner aussi de l'information sur cette formation-là. Puis, s'il y a suffisamment d'intérêt, on pourra la traduire en français également. Là. Donc, il y en a une spécifiquement d'une journée sur ce sujet. Oui. Oui, dis-toi. Petite question là justement pour intégrer la continuité dans l'ADN, c'est que nous aujourd'hui, la continuité d'activité est vue comme les conséquences des mesures d'urgence, donc c'est pour ça que c'est encore dans la grande équipe des mesures d'urgence. Est-ce que vous conseillez de séparer ces deux grandes sphères parce que les responsabilités ne sont pas du tout sur les mêmes, les mesures d'urgence sont vraiment sur les équipes de mesures d'urgence, puis on va dire d'intervention, alors que la continuité des activités revient plus sur sur les gestionnaires. Est-ce que vous recommandez de séparer réellement les deux activités ou de toujours créer un peu une petite confusion entre les deux Comment vous voyez ça? Marie-Hélène, je vais te laisser avec ta grande expérience. Ben,
En fait, là, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne dans l'organisation. Je pense que historiquement, il y avait plus de gains. Est-ce que ça soit ensemble chez vous? Est-ce que ça ferait du sens d'être séparés? Mais c'est clairement, faut qu'il y ait une relation entre les deux parce que les mesures d'urgence passent vers la continuité éventuellement. Une fois qu'on est en train de, on a un diagramme là, qu'on emploie où est-ce qu'on dit il y a une phase qui est aiguë de mobilisation. Fait qu'il faut que le pont se fasse, mais clairement, il y a des éléments qui sont plus d'enjeux, tu sais, de livraison de services, comme le mentionnait tantôt Isabelle, là, tu sais, de s'assurer de la continuité du service électrique, puis de s'assurer que les gens soient mis en sécurité également. Mais à un moment donné, il y a un essoufflement aussi. Là. Donc, faut qu'il y ait un amalgame. Je ne sais pas si à date, la recette miracle n'a pas été trouvée encore chez vous, mais de On scinder n'est travaille peut-être fort. pas nécessairement la meilleure approche non plus. Là. On veut être connecté. Tu sais, je pense qu'un des points importants, là, c'est d'être le plus connecté possible avec la direction, mais aussi avec l'ensemble des secteurs. Donc, tu sais, on ne veut pas se mettre en boîte dans un coin. Merci Marie-Hélène. Génial. Ben, dans le fond, je pense que ceux qui veulent rester, qui ont peut-être des questions, là, n'hésitez pas à rester. Nous, on va rester jusqu'à midi. Mais merci pour votre participation. Merci pour votre intérêt. Si vous voulez, n'hésitez pas à venir connecter avec nous sur LinkedIn, sur notre site Internet également. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette. Il y a plein de nouvelles d'informations, de blogs chouettes. Donc, n'hésitez pas à aller piger sur notre site Internet pour vous donner des idées, donner des stations, des trucs qui pourraient résonner dans votre organisation pour vos propres blogs, vos propres outils de marketing de la continuité. Donc, ça nous fait plaisir là, de rendre ça disponible pour vous. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous connecter. Ça nous fait plaisir à nous écrire, en fait, à nous contacter. Ça nous fait plaisir de connecter avec vous. Et puis, merci pour votre participation et votre présence. Puis, bonne chance avec votre culture organisationnelle, puis faire adopter tout ça. C'est super important. Donc, lâchez pas courage.